Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Alors aujourd'hui, ce matin, on va parler de quoi en matière d'actualité internationale? Ce matin, nous allons faire le point sur la situation en Érythrée. Il faut savoir que depuis le mois de novembre dernier, le Front de libération du peuple du Tigré, qui est une organisation militaire qui est basée justement dans la région du Tigré, qui est une région située au nord de l'Éthiopie, à la frontière avec l'Érythrée et le Soudan. Le Front de libération du peuple du Tigré, donc le TPLF, est en conflit armé depuis le mois de novembre, je viens de le dire, parce qu'ils estiment que, évidemment, le gouvernement central d'Addis Abeba ne voulait pas reconnaître, évidemment, le choix des urnes qui avaient porté à la tête de cette région-là les leaders nationalistes tigréens en quelque sorte. Ces leaders nationalistes qui réclamaient beaucoup plus d'autonomie de la part de cette région parce qu'ils estimaient que depuis l'arrivée d'Abiy Ahmed au pouvoir, cette région était régulièrement discriminée. Et donc c'est le refus de ces résultats-là, des urnes du mois de novembre dernier, que évidemment le gouvernement le Front de libération du peuple du Tigré avait donc décidé de sortir les armes pour revendiquer par la force les résultats des urnes et in fine, le gouvernement central d'Addis Abeba avait donc rétorqué par la force en envoyant immédiatement des contingents militaires pour essayer de rétablir l'autorité de l'État. Et donc, il s'ensuit depuis 8 mois déjà aujourd'hui, un conflit extrêmement sanglant entre les forces armées éthiopiennes et les forces du Front de libération du Tigré. Et il ne faut pas aussi oublier que le gouvernement d'Addis Abeba est soutenu dans cette lutte-là par les forces armées de l'Érythrée et des milices issues de l'ethnie Amhara. Alors, pour les forces armées du Tigré, il faut savoir que, pour les forces armées de l'Érythrée, il faut savoir que durant la période où Meles Zenawi, qui était originaire du Tigré, lorsque Meles Zenawi était au pouvoir, il y a eu une guerre sanglante entre l'Érythrée et le gouvernement central d'Addis Abeba, dirigé par Meles Zenawi. Et ce gouvernement, depuis, si tu veux en quelque sorte, il y a un espèce de ressentiment très fort entre les Érythréens et les Tigréens. Et donc, c'est ce qui explique que, évidemment, lorsque le président Abiy Ahmed a succédé à Meles Zenawi, la première chose qu'il a faite, c'est de signer justement un accord de paix avec l'Érythrée, c'est de se réconcilier avec l'Érythrée. Et donc l'Érythrée avait en quelque sorte accepté cette main tendue parce qu'évidemment Abiy Ahmed n'est pas tigréen, mais il est de l'ethnie Oromo, qui est l'ethnie majoritaire de l'Éthiopie, qui constitue à peu près 30 à 40% de la population éthiopienne. Et donc, en quelque sorte, les Érythréens ont décidé de se lancer dans ce conflit, non seulement par ressentiment sur le plan historique par rapport à ce qu'ils avaient subi entre 1998 et 2000, lorsque Meles Zenawi, tigréen, était au pouvoir et avait lancé les troupes, non seulement du gouvernement central d'Addis Abeba, mais aussi les forces qui étaient à l'époque des milices pro-gouvernementales, donc le Front de libération du peuple tigré, donc le TPLF, aux côtés donc des forces d'Addis Abeba contre les forces érythréennes. Et donc, depuis lors, il y a ce ressentiment-là. Et donc, l'Érythrée est immédiatement entrée dans ce conflit. Et puis, à côté, il y a également les forces Arama, parce que les milices Arama, qui sont une autre milice, qui sont une autre ethnie de l'Éthiopie, qui sont eux situés à la frontière notamment au nord, c'est la dernière frontière au nord, juste avant d'arriver au Tigré. Et les milices Arama ont justement reproché aux forces de libération du peuple tigréen d'avoir annexé de manière unilatérale, lors du conflit avec l'Érythrée entre 1998 et 2000, des zones fertiles situées au nord-ouest de l'Éthiopie. Et donc pour eux, ce conflit-là a été l'occasion rêvée pour ces milices Amhara-là pour récupérer justement ces territoires qui leur avaient été, selon leurs termes, expropriés en 2000 par le TPLF. Et donc, depuis lors, évidemment, beaucoup de choses se sont passées. D'abord, sur le plan militaire, on a assisté à un véritable retournement de situation parce que la capitale Mekele a été totalement reprise par les forces du TPLF et ils ont même continué, ils ont repris la capitale, c'était la fin du mois dernier. Et depuis lors, ils n'ont cessé de continuer leur marche
pour aujourd'hui avoir récupéré la quasi-totalité du territoire qui était tenu par les forces régulières de l'armée éthiopienne. Maintenant, les seules zones qui ne restent pas encore conquises par le Front de libération du peuple tigré, ce sont les zones qui sont tenues par les forces de l'Érythrée et les zones qui sont également tenues par les milices Arama. Donc ces deux zones-là ne sont pas encore reprises par les forces du Front de libération du peuple tigré. Maintenant, reste à savoir si, évidemment, il sera possible pour ce groupe militaire-là de pouvoir reprendre ces zones-là. D'autant plus qu'après le retrait unilatéral des forces gouvernementales, en raison de la débâcle militaire que ces troupes encaissaient, enfin la débâcle militaire sur les opérations au sol, eh ben, le gouvernement, selon ses propos, parce qu'il faut savoir que le Premier ministre Abiy Ahmed a en début de semaine donné une conférence de presse dans laquelle il expliquait que le choix d'ordonner le retrait des troupes éthiopiennes de Mekele principalement et de l'Érythrée de manière globale était en réalité un plan qui avait été en réalité une décision qui avait été prise il y a à peu près un mois et que le départ que l'on avait pu observer du gros des troupes éthiopienne était en réalité la troisième phase de ce retour-là. En fait, il s'agissait pour Abiy Ahmed de, en réalité, redéployer les troupes afin de définir une nouvelle stratégie. Alors, évidemment, cette position qui ne semble que convaincre le gouvernement lui-même et les proches ou les supporters du gouvernement ou les supporters du Premier ministre Abiy Ahmed ne convainc pas le reste de la population, le reste de la communauté internationale. Pourquoi ? Parce que, évidemment, lorsque l'on a regardé des images de la reprise de Mekele par les forces du Front de libération du peuple tigréen, ils ont paradé notamment dans l'artère principale de cette province. Et en plus, il y a certaines personnalités qui étaient recherchées par le gouvernement central éthiopien, qui avaient disparu totalement des radars et qui ont refait leur apparition, notamment le chef du Front de libération de l'Érythrée, à savoir Debretsion Gebremichael. Alors, Gebremichael est donc revenu et donc au cours de cette parade-là, on a également vu des centaines de soldats éthiopiens exhibés comme des trophées de chasse durant cette parade militaire-là. Et donc tout ça n'est pas du goût des autorités éthiopiennes et surtout cela nuit énormément à l'image d'Abiy Ahmed, dont je rappelle au passage qu'il avait été fait prix Nobel de la paix en 2019. Et donc le gouvernement éthiopien, à la suite de son retrait des troupes du Tigré, avait donc demandé un cessez-le-feu. Dans un premier temps, vendredi dernier, ils avaient demandé le cessez-le-feu, mais dans un premier temps, les troupes de TPLF avaient d'abord refusé ce cessez-le-feu-là, mais vu l'insistance en réalité de la communauté internationale, des États-Unis en tête et de l'Union européenne, afin de permettre à ce que l'ONU puisse acheminer l'aide humanitaire au nord du Tigré, parce qu'il faut savoir que depuis 8 mois, le Tigré est coupé du reste du monde. Les 4 voies qui permettaient d'accéder notamment à cette province située au nord de l'Éthiopie, 2 ont été totalement détruites par le fait de la destruction des ponts qui permettaient de traverser les rivières qui servaient de frontière naturelle entre le Tigré et le reste de l'Éthiopie. Et donc tout ça a rendu particulièrement difficile l'acheminement de l'aide humanitaire. En plus de cela, il faut savoir que la plupart des chauffeurs qui travaillent dans les organisations humanitaires, qui n'étaient pas tigréens, ne pouvaient pas se rendre dans le Tigré parce qu'évidemment, ils étaient accusés par les forces du Front de libération du Tigré d'être soit des espions à la solde du gouvernement central éthiopien, soit être des soldats ou être des civils qui ont participé également à des massacres notamment de civils tigréens. Donc tout ça fait que seulement les transporteurs du Tigré avaient l'autorisation de passer la frontière, mais eux aussi ils faisaient face à une autre difficulté, c'est que lorsqu'ils se rendaient de l'autre côté du Tigré, ils étaient pris en chasse parfois par les militaires éthiopiens. Donc tout ça a rendu particulièrement difficile déjà de recruter sur le plan local des personnes pour pouvoir travailler dans des organisations et acheminer l'aide humanitaire vers le Tigré. Et le Tigré qui aussi fait l'objet d'autres problèmes, parce qu'il faut savoir que
avec le début du conflit, le gouvernement central d'Addis Abeba avait décidé de mettre un blocus complet sur le Tigré, avec la coupure de l'électricité, la coupure de l'eau, la coupure de l'Internet. Et donc, tout ça fait que les populations civiles vivent des moments extrêmement difficiles, la coupure aussi des approvisionnements en denrées alimentaires. Donc tout ça fait que les civils payent le prix fort de cette situation au Tigré. Il faut savoir que selon les chiffres de l'ONU, 400 000 Tigréens ont déjà sombré dans la famine et près d'1,8 million risquent de les rejoindre si rien n'est fait. Donc si dans les semaines ou dans les mois à venir, l'aide humanitaire n'est pas acheminée en urgence au Tigré, c'est près de 2 millions de personnes qui vont sombrer dans la famine. C'est du jamais vu depuis la célèbre famine de 1984. On se rappelle, famine qui avait suscité l'aide internationale, notamment, on se rappelle avec la chanson We Are the World de Michael Jackson. De Michael Jackson. Donc tout ça, évidemment, depuis cette période-là, on n'a plus jamais vu une telle catastrophe en Éthiopie. Et donc, c'est cette pression-là qui s'est accentuée également sur le gouvernement d'Addis Abeba et qui a donc permis aujourd'hui que les choses sont en train de se mettre en place. La grande difficulté, c'est que la principale voie d'accès au Tigré, qui était l'un des deux ponts que je viens de citer, qui a explosé, et donc ce pont-là n'étant plus utilisable, il faut maintenant utiliser les deux dernières voies qui restent, ce sont des voies routières et dont l'état n'est pas particulièrement bon, et donc ce qui rend toujours l'accès difficile au Tigré. Alors pour le moment, les deux parties sont dans un langage de sourds, puisque même si le Tigré a maintenant accepté l'idée d'un cessez-le-feu afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, néanmoins, la communauté internationale essaie d'emmener les Éthiopiens et les Tigréens à une table de discussion. Mais malheureusement, les points sur lesquels on pourrait aboutir à un accord sont extrêmement difficiles à voir. Pourquoi ? Parce que l'Éthiopie refuse d'abord de reconnaître le gouvernement local du Tigré. Deuxièmement, l'Éthiopie a classé au mois de mai dernier le Front national de libération du peuple du Tigré comme organisation terroriste. Donc, pour le gouvernement central, ils sont prêts à ouvrir un dialogue inclusif concernant la situation au Tigré, mais ils refusent de le faire avec les forces actuelles à la tête du Tigré, donc les membres du Front de libération du peuple du Tigré. Deuxièmement, les Tigréens, eux, estiment que seuls les leaders du Front de libération du peuple tigréen donc, sont légitimes pour parler au nom du peuple tigréen. Donc, ils veulent que ces personnalités-là soient rétablies dans leurs fonctions avec tous les avantages qui leur sont dus. Et deuxièmement, ils demandent à ce qu'une enquête internationale soit ouverte par l'ONU pour déterminer les responsabilités, notamment de celles du leader éthiopien, donc le Premier ministre Abiy Ahmed, et également des leaders érythréens et Amhara, qui sont les soutiens du gouvernement d'Addis Abeba dans ce conflit, pour évidemment déterminer les responsabilités sur les massacres de civils que le Tigré, que le Front de libération du peuple tigré accuse le gouvernement d'Addis Abeba et ses alliés tigréens et Amhara d'être les auteurs. Et ensuite, et enfin, il demande également que soient rétablies dans les plus brefs délais les conditions afin d'acheminer au plus tôt et au plus vite des denrées alimentaires, l'aide humanitaire à destination des populations civiles, dont j'ai dit les chiffres tout à l'heure, environ 2 millions de personnes risquent de souffrir instamment dans les semaines ou dans les mois à venir si rien n'est fait. Donc, pour le moment, on en est là, à ce dialogue de sourds, mais la première chose qui est intéressante et la première chose qui est positive, c'est l'arrêt des hostilités. Les deux parties ont véritablement, jusqu'à présent, depuis dimanche, respecté ce cessez-le-feu, mais on sait qu'il est extrêmement fragile parce qu'évidemment, les deux parties n'arrivent toujours pas à s'accorder sur un calendrier de discussion, sur un contenu de discussion et surtout sur le fait que quelle est la partie qui devrait conduire ces discussions-là. Mais évidemment, avec déjà le retour des Nations Unies dans la région et l'appui de l'Union africaine et aussi de certains partenaires internationaux, les États-Unis et l'Union européenne en tête, je pense que dans les jours, dans les semaines à venir, on aurait
certainement une petite avancée avec une reprise de négociations directes entre le gouvernement d'Addis Abeba et les leaders du Front de libération du peuple du Tigré. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Start Fresh Morning.